Allez, je vais me présenter. Donc, Victoria Brun, donc bonjour à tous. Victoria Brun, je suis chargée de mission au sein de la Fibre 64 et donc en charge des webinaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce déjà 10e rendez-vous, donc intitulé Numérique, tous responsables. Donc, ce webinaire est animé par Amalia Martinez de la Fibre 64, Nathalie Sozo de l'Antique Pays Basque, et nous aurons également le plaisir d'écouter le témoignage de Madame Ledieu-Deville, vice-présidente de la communauté de communes La Cortaise et représentante de la CCLO au sein de la Fibre 64. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est disponible. Vous avez une petite bulle en haut de votre écran qui vous permettra donc de taper votre question. À la fin, donc, nos différents intervenants y répondront. Vous pourrez également prendre, en levant la main, vous pourrez également prendre la parole pour poser vos questions directement et échanger. Je tiens également donc à vous préciser que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en rediffusion très rapidement sur le site des webinaires. Donc l'adresse, je vous la redonnerai, mais je vous la dis quand même, webinaire au pluriel.lafibre64.fr. Je laisse sans plus tarder la parole à Amaya Martinez, responsable des solutions numériques à la Fibre 64. Merci et bon webinaire. Merci Victoria, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 10e webinaire. Alors, effectivement, sans prendre trop de temps aux intervenants, quelques éléments de définition pour bien recontextualiser le sujet. Numérique responsable aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Alors, on va plutôt parler sur ce qui vient un petit peu intuitivement, c'est-à-dire le côté environnement, territoire durable, le numérique au service justement de la durabilité des territoires, parfois aussi contre. Donc, comment s'organise une collectivité aujourd'hui pour essayer de répondre à cet enjeu de territoire durable, d'engagement environnemental? Mais le numérique responsable a aussi une dimension qui est liée à l'égalité, l'accessibilité notamment pour des personnes en situation de handicap, l'égalité, on va dire en tout cas une ambition d'égalité devant la compréhension, la culture de l'innovation de la part des citoyens. Aujourd'hui, je reprends les mots d'un collègue de la FING, Jean-François Marchandise, qui a dit qu'aujourd'hui, les algorithmes nous calculent plus qu'ils nous aident. Donc voilà, c'est un petit peu dans cet enjeu de compréhension aussi de qu'est-ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Donc voilà, l'égalité fait aussi partie de la notion de numérique responsable. Pour reposer également le contexte après ce bornage en termes de définition, il y a un an, Marlène Ledieu-Deville, au titre de son mandat à la commission des interconnectés, qui est la commission numérique de l'Assemblée des intercommunalités de France, Nathalie Sozo au titre de l'Antique et moi-même pour la FIB 64, nous participions, c'était de mémoire je crois le 17 ou le 18 mars, nous étions en direct pour remettre précisément au ministre Cédric O un manifeste pour un numérique responsable qui avait pour objectif, après plusieurs mois de travail dans lesquels nous avions participé toutes les trois, de faire du numérique responsable un modèle commun de conduite dans l'élaboration aussi des politiques publiques aujourd'hui et de façon à ce que n'importe quelle collectivité, quel que soit son échelon, son niveau, ses compétences, puisse s'approprier cet enjeu et en faire un élément vraiment de déclinaison dans l'ensemble de ces politiques publiques. Nous allons avoir donc deux exemples très intéressants de ce que peut faire une collectivité ou de comment elle peut être accompagnée via Nathalie Sozo de l'Antique qui va prendre la parole tout de suite et qui va expliquer ça de façon vraiment très claire, très précise, et Marlène Ledieu-Deville qui prendra ensuite la parole pour montrer précisément ce que peut faire une collectivité sur ce sujet-là. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci Amalia. Nathalie, je te laisse prendre la parole et le partage d'écran. Super, merci beaucoup. Merci à la Fibre 64 pour cette intro. Je vais partager mon écran, le temps de rebasculer. Voilà. Je pense que vous êtes sur ma présentation. C'est bon pour vous tous? Alors, je n'entends plus personne.
Les 3 ans. Oui, c'est Ouais, c'est parfait. bon, pardon. C'est parfait. Merci. Donc, Nathalie Sozo, en effet, merci pour cette intro et merci pour cette organisation du webinaire Fibre 64 numéro 10. Donc, ravie d'être dans la boucle avec vous encore une fois, parce que c'est vrai qu'on s'associe souvent la Fibre 64 et l'antique Pays Basque. Donc, je suis Nathalie Sozo, je suis chargée de mission au sein de l'Agence de développement des usages numériques Pays Basque, qui est une structure qui existe depuis 1999. Ses membres, donc ça date, on était là sur les réveils de l'Internet et des évolutions technologiques, avec des membres qui représentent vraiment tous les territoires, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans un territoire, collectivités, services publics, les établissements d'enseignement supérieur, les utilisateurs, on a des particuliers dans l'association, et des entreprises également. Et en effet, au titre, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous et la fibre, on est la première structure labellisée numérique responsable sur les Pyrénées-Atlantiques et parmi la vingtaine des premières structures labellisées numérique responsable, qui est un nouveau label, en tout cas un label qui est là depuis 2018, mais qui commence à prendre ses formes et à s'émanciper, en effet, depuis 2020. Juste pour expliquer aussi ce que fait l'Antique rapidement, on est une structure d'accompagnement territorial. On a été créé, on est soutenu par la communauté d'agglomération Pays Basque. On innove et on sensibilise, ça c'est vraiment les maîtres mots de notre structure. Et on a une feuille de route qu'on a écrite, on écrit des feuilles de route de 3 ans à peu près. Donc celle de 2021-2023 concerne le numérique plus accessible et plus durable. Donc ce qui est intéressant pour le territoire comme pour Pays Basque, comme pour les Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'on essuie les plâtres, nous. Donc ça c'est notre travail à nous. Et après on arrive justement avec des méthodologies ou en tout cas une structuration, une formalisation d'un sujet qui arrive sur les usages du numérique et qui permet justement d'être un peu plus aidé et accompagné pour entrer dans ces sujets-là. Notre président est Olivier Allemand, qui est également vice-président à la FIB 64, qui est également conseiller départemental dans les Pyrénées-Atlantiques et qui est le conseiller municipal à Bayonne et évidemment notre élu au numérique à la communauté d'agglomération Pays Basque. Ça, c'est pour le contexte et la structure. Ce qu'on va faire donc en 20 minutes, on va pas pouvoir vraiment tout redétailler, mais l'essentiel, c'est vraiment de comprendre les contours du numérique responsable, comme le disait très bien Amalia en intro. Il n'y a pas que l'environnement qui concerne le numérique responsable. Et on va voir quelques applicatifs justement pour une collectivité, un service, un syndicat ou une association d'intérêt général ou de territoire. Ça peut être très intéressant. Donc, je voulais juste reposer quand même le périmètre du numérique, parce qu'on a tendance à pas se positionner ou en tout cas ou se positionner que sur une des thématiques. Quand on parle de numérique responsable, on concerne bien les 3 grands sujets du numérique qui sont les infrastructures et les équipements. Donc, tout ce qui est data center, ordinateur, les smartphones, les imprimantes, il ne faut pas les oublier, les tuyaux pour pouvoir avoir la fibre ou les antennes et pour avoir la 3G, 4G, 5G. Il y a également tout ce qui est logiciel et e-service, donc les sites internet, mais aussi tout ce qui est applications et les logiciels qu'on a dans nos ordinateurs. Et puis après, il y a tout ce qu'on parle en termes d'usage. Donc, ce que je fais avec l'Internet et avec les logiciels, les e-services et mes équipements, qu'est-ce que je fais? Donc, je peux regarder des vidéos, évidemment, naviguer sur les réseaux sociaux, travailler avec les outils de bureautique ou bien d'autres usages encore. Ça, c'est pour le périmètre, qu'on soit d'accord, on est bien dans ce périmètre-là. On a un vrai constat aujourd'hui, c'est que on commence en plus à avoir un peu plus de chiffres sur les évolutions. Il y a un super, si vous pourrez profiter de ce rapport-là qui est fait tous les ans au mois de janvier, qui s'appelle le Digital Report, qui donne un peu une évolution, une vision en tout cas des usages du numérique sur la planète, mais en même temps, en tout cas au niveau mondial, mais fait aussi des focus par pays, donc ça c'est hyper intéressant. Donc on sait qu'aujourd'hui, en janvier 2022, il y a 93% de la population française qui a un accès à Internet. C'est encore 2,4% de plus qu'en 2021. Il y avait la même augmentation en 2020, donc on aurait pu penser que 2020, sous crise sanitaire et confinée, on augmenterait largement les usages et en 2021, on restagnerait ou en tout cas on reviendrait un peu à la normale. Pas du tout, c'est toujours en augmentation. Et puis télétravail, dématérialisation, tout ce qui est commerce en ligne, etc. Le streaming
Et les plateformes musique, évidemment, font en sorte que ces usages sont en permanence en croissance. Par contre, ce qu'on sait un peu moins peut-être, c'est qu'en effet, le numérique est assez énergivore. Il est tellement invisible qu'on ne voit pas trop, en effet, ce qu'il en est. Je vous donne quelques chiffres, il y en a beaucoup plus. Hein, vous verrez, je vous ai mis des liens également pour aller un peu plus loin sur des livres et des guides qui permettent d'avoir un peu plus d'infos. Mais on sait que 10% de la consommation électrique mondiale aujourd'hui concerne le numérique. Et là, c'est un peu compliqué à savoir comment le calculer. Ça, c'est un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'échelle mondiale dues au numérique. Puis, je vous ai mis un extrait là, du livre de Guillaume Pitron qui s'appelle « L'enfer numérique », qui vous donne quand même des bonnes infos, comme quoi une box Internet, quand elle est allumée, elle consomme autant qu'un gros réfrigérateur. Donc, peut-être que vous penserez, en partant de chez vous à partir d'aujourd'hui, d'éteindre votre box Internet, puisqu'elle ne sert pas si vous n'êtes pas en télétravail, évidemment. Donc, n'hésitez pas à l'éteindre quand vous partez de chez vous et de la rallumer quand vous allumez, puisque finalement, elle tourne comme un gros réfrigérateur, mais pas forcément pour quelque chose. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi dans cette petite slide, il y a un email avec une lourde pièce jointe consomme autant d'énergie qu'une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc ça, c'est des petites infos qui marquent et qui permettent de comprendre qu'en effet, ce n'est pas si lointain ou en tout cas immatériel ce qu'est le numérique. Donc, ce qui était important de comprendre, là, c'est vraiment la slide qui réexplique en effet tout ce que comprend le numérique responsable, ce qu'il y a à apprendre, je ne vais pas tout redétailler, mais ce qu'il y a à retenir, pardon, plutôt qu'à apprendre, c'est que c'est vraiment un sujet transversal qui concerne en effet l'humain et la planète. Donc, il y a une information, en tout cas, il y a une connotation écologique en effet sur le numérique, mais il y a également du social. Et on a des vraies positions à avoir sur l'égalité d'accessibilité, d'usage et de matériel aussi. Et puis également les conditions de travail décentes pour certaines réalisations et de ce qu'on appelle la parité dans la création. Je fais un clin d'œil là parce que c'est sympa, on est que des filles, donc c'est très important les filles dans la tech et dans le numérique. Donc c'est chouette qu'on puisse avoir des témoignages et des filles qui sont dans ce milieu-là, parce qu'en effet, on parlait des algorithmes d'intelligence artificielle et quelquefois c'est un peu programmé sur un seul genre, donc c'est intéressant aussi d'avoir toutes les représentativités. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un sujet très transversal qui concerne finalement tous les services d'une collectivité ou d'une structure, et elle ne concerne pas que l'environnement, elle concerne aussi le côté social. Ce qui est intéressant aussi à connaître et à savoir, ça c'est pour montrer que ce n'est pas un sujet en devenir, c'est vraiment un sujet qui est là et qui va concerner vraiment les structures en fonction des lois. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif. Il n'y a pas tout, mais les essentiels, en tout cas celles qui est à venir, pour voir que ça va être très important dans les prochaines années. Vous connaissez déjà le RGPD, parce que vous en avez entendu pas mal parler. L'open data pour certains, pour les villes de plus de 3500 habitants, sûrement, et plus de 50 agents. Tout ce qui est dématérialisation, certaines collectivités et certaines structures ont des obligations aussi. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est en effet que depuis 2020, en fait, il y a déjà cette notion de service public éco-responsable, puisqu'en effet, dans la notion d'un numérique qui est moins énergivore, c'est-à-dire qu'on peut construire et qu'on peut utiliser des services publics, des logiciels qui sont éco-responsables. C'est pas du tout... c'est quelque chose qui est maîtrisé, en tout cas, depuis un peu plus de 15 ans. Donc, en effet, on peut y aller sur ces services-là. Il faut juste le savoir, les commander correctement et pouvoir les utiliser, en effet. Et puis, on a, dans la loi AGEC, qui est la loi que vous connaissez peut-être sur l'anti-gaspillage, là, qui est concernant le numérique, plutôt pour l'obsolescence programmée et tout ce qui est réemploi en termes de matériel. Il y a une feuille de route gouvernementale numérique et environnement, donc même si c'est un pan du numérique responsable, en tout cas, elle est positionnée depuis février 2021. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. Et puis, tout récent là, qui existe depuis novembre 2021, c'est la REEN, la fameuse loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et puis, il y a deux notions, en fait, à prendre en compte, ou en tout cas sur du timing qui peut concerner des territoires et des collectivités territoriales, c'est qu'à partir de 2024, donc c'est demain, hein, puisqu'on est en 2022,
tous les sites web publics, qu'ils soient des applications et des propositions de sites Internet qui seront dans le cadre des services publics, devront être éco-conçus. Donc, c'est important, s'il y a des refontes ou des envies de propositions de ce type d'outils aux concitoyens, en effet, il faudra pouvoir écrire correctement ces cahiers des charges. Et puis, ça va concerner plutôt les grandes structures, en tout cas les communes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Alors, à partir du 1er janvier 2025, il y a une obligation d'écrire en fait une stratégie numérique responsable pour la structure, la ville ou le PCI, par exemple. Donc, tout ça fait que c'est pas un sujet qu'on pourrait prendre en se disant tiens, on va rajouter ça dans nos stratégies. Non, c'est que ça va être déjà intégré en effet dans l'organisation des collectivités territoriales. Donc, je vais prendre deux pendants de comprendre en fait ce que ça peut impliquer. En fait, ça concerne qui et quoi, côté organisation et côté territoire, parce qu'il y a des choses à savoir et on peut avoir une vision stratégique territoriale et une stratégie, en tout cas, d'intégrer du numérique responsable dans son organisation, puisque une commune ou un EPCI est une organisation avec des agents et des bureaux et des ordinateurs. Donc, c'est un peu intéressant de savoir ce que ça concerne. Voilà la liste des choses dans lesquelles on est intégré quand on veut mettre du numérique responsable dans son organisation. On va parler stratégie, sensibilisation, il y a la mesure de son impact numérique, son usage et la capacité de s'évaluer. On a tous un volet sur l'achat du matériel. On sait qu'une commune, par exemple, qui a des écoles, et l'acheteur des tableaux interactifs, par exemple, ou des ordinateurs pour les enseignants, en tout cas dans les écoles. C'est évidemment le matériel pour ces agents dans les bureaux, mais c'est aussi du matériel, par exemple, pour le centre technique qui a peut-être besoin d'outils et de logiciels spécifiques. Il y a évidemment tout ce qui est usage et logiciel, et on a centre de données, sur notre territoire, on a quelques cas, mais on n'est pas non plus sur des structures qui ont leur propre centre de données. Les centres de données sont les data centers, vous avez peut-être déjà entendu. En tout cas, le numérique responsable pour une organisation, on concerne, et en tout cas, on s'attaque à tous ces sujets-là, sans en oublier un. Par contre, on peut rentrer par un premier sujet, et vous faites peut-être déjà du numérique responsable sans trop le savoir, mais en tout cas, si on le formalise, ça va être avec ces sujets-là. Alors, on y gagne quoi à travailler sur du numérique responsable, ou en tout cas à intégrer du numérique responsable dans son organisation avec ces différents items? Évidemment, quand on calcule le côté énergivore, quand on a le vrai impact de l'usage du numérique dans sa structure, on peut réduire les coûts déjà en énergie, et évidemment, réduire aussi l'achat du matériel, puisque la notion de durabilité du matériel est hyper importante dans le numérique responsable. Et donc, du coup, plus on fait durer du matériel numérique, plus évidemment on gagne en économie, puisqu'on achètera moins rapidement du matériel. Il y a aussi cette notion de réduction de la fracture numérique. Amalia en a parlé en tout début de l'intro de ce webinaire. C'est en effet la notion sociale, en tout cas, de permettre déjà en interne de sa structure que tous les agents puissent utiliser le numérique avec les évolutions qui arrivent et les ordinateurs qu'on peut donner, ou en tout cas les types de logiciels qu'on peut donner. Donc, ça permet quand même dans l'organisation de réduire cette fracture numérique-là. On réduit évidemment son empreinte environnementale. On facilite la vie des administrés, puisque dans la notion de numérique responsable, dès qu'on construit en fait un outil numérique responsable, on se pose toujours la question, est-ce que ça va être utile, déjà, pour tous les administrés et pour les agents, utilisable et utilisé? Donc, cette question-là, enfin, ces 3 U, ce qu'on appelle les 3 U nécessaires à le choix d'un achat ou d'une création d'un outil numérique, fait en sorte, à un moment donné, de prendre en compte toutes les typologies d'administrés, ceux qui ont des déficiences, ceux qui ont moins de matériel récent, etc., etc. Donc, toute cette notion-là est prise en compte et du coup facilite la vie des administrés quand on met en place des outils.
On anticipe également la réglementation dans ces cas-là. Quand on travaille sur le numérique responsable, vous avez vu, il y a des lois qui arrivent. Donc, si on démarre dès aujourd'hui à se positionner sur le numérique responsable, c'est qu'on anticipe sur les réglementations à venir. Et puis, il y a un vrai sujet qu'on ne connaît pas trop là maintenant, mais vous avez peut-être entendu parler dans les actualités, c'est-à-dire que les ruptures de service, ça va être quelque chose qui va nous arriver. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la cybersécurité et des sites attaqués. En effet, ça fait partie des ruptures de service, mais il y a également tout simplement une pénurie de matériaux qui feront qu'en effet, il y aura des data centers ou des câbles qui ne seront pas changés, qui seront vieillissants et qui amèneront sûrement des ruptures de service. Donc, plus on fait du numérique responsable, plus on se prémunit quand même d'être, on va dire, aux mains, ou en tout cas pas en indépendance sur la capacité à fournir du service public dans tous les cas. Si toutefois il y a une rupture, comment on réagit à ça? Donc, j'ai pris quelques exemples. Je ne vais pas tout dérouler au cas par cas, mais en tout cas, je voulais donner quand même des exemples pour avoir une idée de ce que ça impliquait en fait d'écrire une stratégie, par exemple, numérique responsable dans sa structure, dans sa collectivité ou dans son association ou son syndicat. C'est en effet pouvoir écrire en fait des engagements, donner un cadre à ce qu'on veut faire. On n'est pas obligé de tout choisir en disant je veux faire que de l'emploi. Enfin, je veux vraiment balayer tous les sujets numériques responsables. On peut démarrer en effet par quelques sujets, mais les formaliser et de dire qu'on est dans cette dynamique-là, c'est déjà très important pour une structure. En plus, ici, on a de la chance d'être dans une région qui a déjà écrit une feuille de route numérique responsable depuis 2020. Donc, partir, c'est un super bon départ, en tout cas, de se permettre de voir ce qui a été écrit dans cette feuille de route pour permettre déjà peut-être de se donner des jalons, etc., et de permettre de se donner un objectif, quelques cadres de travail en interne. Ça concerne évidemment les élus, les DGS, les chefs de service, là, pour avoir une stratégie assez définie dans sa structure. Évidemment, il y a une grande partie du numérique responsable qui passe par la sensibilisation. C'est ce que vous faites aujourd'hui avec ce webinaire, mais il y a plein d'autres possibilités de le faire. Par exemple, la semaine prochaine, il y a ce qu'on appelle le Cyber Cleanup Day, qui est en fait la journée, la semaine mondiale de nettoyage. Alors, vous connaissez peut-être les nettoyages des plages sur notre région, mais en tout cas, il y a aussi les nettoyages des ordinateurs. Et ce qui est très intéressant, parce que ça peut fonctionner en effet dans votre structure. Vous pouvez être juste un service ou toute la structure, toute la collectivité. C'est assez simple à organiser, mais en tout cas, vous pouvez y participer, ça c'est sûr. Les fraises du numérique, il y a des formations sur Internet qui sont gratuites, accessibles, etc. On a des webinaires comme ceux de la Fibre 64, et il y a également, par exemple, sur le Pays Basque, les rencontres numériques Pays Basque que l'Antica organise. Donc ça, c'est des temps de sensibilisation, puisque en effet, il faut comprendre quand même dans quel geste on peut opter pour du numérique responsable. Tout ce qui est mesure, évaluation, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en effet, quand on parle de numérique responsable, c'est qu'on ne peut pas partir on est obligé de partir d'un temps zéro, en tout cas d'un calcul zéro, et de connaître son empreinte. Ça, on se fait aider. L'ADEME est un très bon partenaire sur le sujet, puisqu'il nous permet de financer en fait ces calculs d'empreinte et de mesure et d'évaluation. Mais c'est toujours intéressant, en effet, pour parler concrètement d'évolution de comportement et d'usage sur le numérique responsable dans sa structure. Il est important de partir d'une mesure. Évidemment, je vous parlais tout à l'heure de tout ce qui est achat de matériel. Donc, on parle des imprimantes, de la téléphonie et des ordinateurs, entre autres. Je vous ai parlé des tableaux blancs interactifs dans les écoles, de choses comme ça également. C'est un vrai sujet, l'achat, et ça concerne en effet les services des achats, ou en tout cas ceux qui sont en décision là-dessus. Il y a beaucoup d'aides également, et d'une part de l'État et de l'ADEME, pour justement savoir comment traiter en tout cas les clauses d'achat dans ces consultations ou dans ces marchés. Il y a également tout ce qui est la fin de vie des ordinateurs, de la téléphonie et des imprimantes, parce qu'on parle beaucoup d'achat, mais en fait, il y a toute une vie
dans la vie d'un ordinateur, par exemple. Donc, il y a sa création, son usage et sa fin de vie. Donc, tout ce qui est prestation, de bons choix pour qu'un prestataire externe puisse s'occuper correctement de la fin de vie d'un de vos ordinateurs qui est dans un des bureaux et qui ne sert plus. C'est déjà de savoir comment on peut le réemployer et à qui on peut le donner pour qu'on soit sûr qu'il soit réemployé. Donc, on a des partenaires pour ça sur le territoire aussi. Je pense à Ecomicro qui est sur Bordeaux et qui a des collègues également sur les Pyrénées-Atlantiques. Tout ce qui concerne, c'est la même chose que pour les achats, l'organisation, les paramétrages d'usage de l'ordinateur, mettre en veille, éliminer ces mails qui ne servent à rien, des dossiers d'il y a 10 ans, est-ce que je les classe, est-ce que je les garde, est-ce que… voilà, donc ce sont des choses et des comportements, en tout cas des paramétrages qu'un service informatique doit mettre en place et permettre de donner à ses usagers, en tout cas aux agents. Ça, c'est intéressant dans la structure. Et puis, c'est pareil pour ce qui est choix des logiciels, choix des e-services, de bien regarder et de mettre en place des clauses qui permettent de dire que c'est en effet un centre de données comme il faut, en tout cas un logiciel numérique responsable. Je vous ai mis quelques exemples parce que vous avez peut-être tous un site internet ou une application qui est hébergée et qui a son nom de domaine aujourd'hui sur celui qu'on connaît le plus, qui est OVH, c'est en effet un centre de données, un data center assez connu. Aujourd'hui, il n'a pas les normes, en fait, ce qu'on appelle numérique responsable. Donc, on a des data centers émergents qui arrivent sur le territoire, comme Infomaniac ou Data Campus, qui sont à connaître. Et en effet, c'est déjà un bon comportement de changer d'hébergeur pour pouvoir moins consommer et avoir un impact un peu moins important sur son numérique et ses usages. Et côté territoire, ce qui est intéressant en fait de savoir, c'est qu'en effet, le territoire lui-même aussi, ça c'était sur les structures, on est un peu en autonomie ou en tout cas on est concentré sur ce qui se passe avec ses agences, ses services et les outils utilisés. Ce qui est intéressant dans la notion de territoire qui concerne plus les EPCI, les départements, la région, les chambres consulaires, c'est qu'en effet, on va traiter aussi du sujet de la stratégie de la sensibilisation comme dans une organisation. Ça peut être choisi en fait dans une politique transversale et que ça puisse être amené au sein du territoire et en fait avec ces compétences qui sont traitées en fait dans ces structures-là. Mais ça peut être aussi associé à une politique environnementale du territoire. On peut très bien associer des notions de sensibilisation au numérique responsable dans le PCAET qui a été signé, ou en tout cas traité sur des territoires. Ça peut être aussi intégré dans une politique sociale. On sait que le département a, par exemple, une politique sociale conséquente. Et donc, du coup, ça peut très bien être associé, ce qui est le cas, en tout cas, avec la FIB 64 qui s'occupe de l'inclusion numérique, entre autres. Mais il y a d'autres sujets. On peut parler, en effet, de notion de parité dans le numérique. On peut aussi parler de ce qui est la fracture numérique, pas que forcément sur les usages, mais sur le matériel, parce qu'on a beaucoup de tendance à penser que on peut utiliser Internet ou en tout cas les services publics sur les mêmes outils, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas développées sur des anciennes machines, mais on n'a pas forcément les moyens d'acheter du matériel récent. Donc, il y a une vraie politique sociale qui peut être associée, en effet, au numérique responsable. Et il y a un sujet qui est assez intéressant, qui est le développement économique, puisque, en effet, dès qu'on traite, par exemple, du réemploi ou de tout ce qui est achat de matériel reconditionné, etc., il y a une vraie politique économique à mettre en place pour des sites en circuit court, en tout cas, ce qu'on appelle du circulaire, et qui puisse être fait sur les territoires, donc développer aussi de nouveaux emplois et de nouvelles perspectives économiques. On gagne quoi? Je l'ai un peu dit en amont, mais en effet, on gagne quoi à agir aujourd'hui en faisant du numérique responsable pour son territoire? C'est qu'en effet, on peut aller chercher des nouvelles filières d'emploi, ce que je disais sur du réemploi et sur de l'économie circulaire, sur du matériel informatique, que ce soit imprimante, téléphonie ou ordinateur, smartphone, etc. On a des exemples en fait qui existent déjà, c'est la Bretagne et le Nord
du pays qui ont déjà associé en effet une politique régionale sur des filières d'emploi avec le réemploi de matériel informatique. En effet, ce qu'on gagne, c'est qu'on peut accompagner le PCAET, comme j'ai dit juste avant. On peut trouver vraiment des financements et des solutions mutualisées sur ce sujet-là, donc c'est quand même intéressant. Pareil que pour la structure, pour l'organisation, faire du numérique responsable pour un territoire, ça permet de réduire la fracture numérique. On peut formaliser ses valeurs, en fait. On peut dire, nous, on est un territoire qui a un intérêt pour ce sujet-là, donc on repositionne des valeurs d'un territoire. On peut faire participer le citoyen. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en effet, que ce soit pour des cyber clean-up, en tout cas des nettoyages communs ou de la sensibilisation, on peut évidemment faire participer les citoyens. Ça, c'est très intéressant. Ou même, par exemple, quand on veut travailler sur la création d'un logiciel ou d'un nouveau site Internet, on voit beaucoup aujourd'hui des ateliers citoyens qui sont organisés pour qu'on construise un outil numérique qui soit au plus proche de la demande et des intérêts de ceux qui vont l'utiliser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est on peut donner un axe quand on est territoire numérique responsable. C'est vraiment un axe de soutien quand on veut, je pense au territoire qui veut soutenir des entreprises ou des startups, donner un angle en fait à son soutien en disant c'est intéressant de pouvoir suivre ces nouvelles startups, ces entreprises qui sont dans cette démarche numérique responsable. Donc voilà ce que je pouvais vous informer en termes d'intérêt numérique responsable sur les organisations et sur le territoire. Ce que j'avais confirmé en tout cas avec la FIB 64, c'est que le numérique responsable est aussi dans une démarche en fait de transmission et de mise à disposition. Donc on parle beaucoup de ce qu'on appelle les biens communs numériques. Donc ce document sera en usage commun. Donc on le donnera avec une licence qu'on appelle commune, donc d'un bien commun numérique qui sera à votre disposition sans souci. Du coup, j'y ai rajouté, alors je ne vais pas vous les commenter, mais des annexes avec des liens vers justement, si vous voulez aller plus loin en fait dans cette démarche et mieux connaître encore cette démarche, qu'est le numérique responsable. En effet, vous avez tout un panel d'accompagnants et d'aide. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est un des précurseurs, un pays précurseur vraiment sur le sujet, grâce justement à l'Institut numérique responsable que vous pouvez voir ici, qui a formalisé et mis en place le label numérique responsable. Donc, on peut être à l'aise en fait sur ce sujet-là. On n'est pas à la rue en termes d'aide, d'organisation. On a, nous, essuyé un peu les plâtres puisqu'on est sur le sujet depuis 2019-2020. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup d'aide et de soutien sur les mises en place de cette démarche-là qui peut vraiment faire du bien, comme je vous l'ai dit, au niveau de vos structures, comme au niveau du territoire. Merci Nathalie. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Oui, parfait. J'en profite, on a eu alors 2 questions sur le chat. Juste, d'abord, c'est Anne Dugnot qui demande, alors voilà, donc tu as répondu à la question. Effectivement, le document sera disponible dès ce matin ou dès cet après-midi sur le site des webinaires, donc webinaire au pluriel.lafibre64.fr, et la rediffusion sera disponible, je pense, cette fin de semaine. Et deuxième question, tant qu'on est dans le vif du sujet, il y a Monsieur Gourat qui demande si tu peux reciter les 2 hébergeurs avec label numérique qui seront dans le qui sont dans le et je vais en mettre mais si tu peux les vas-y, je te laisse. Du coup, je salue Rémi Gourat, qui est l'un des adhérents de Antique Pays Basque, et je l'embrasse bien fort. C'était Data Campus et Infomaniac. Ça, c'est les deux plus connus, mais en effet, dans le document, il y a également un lien vers d'autres data centers qui existent, et surtout les labels, en fait, qui sont importants à reconnaître dans ces data centers. Merci. Et je n'oublie pas notre hébergeur local, nous ici, puisque je suis en direct de Bidart, moi, à la Technopole Isarbel. Et en effet, on a un data center qui s'appelle Isarlink, qui est également sur le
sur cette démarche numérique responsable qui est aujourd'hui plus spécialisée sur du pro et entreprise, mais qui en effet a ses possibilités largement pour des collectivités ou des services publics. En tout cas, merci de votre écoute. Merci beaucoup. Sans plus tarder, Madame Le Dieudeville, voilà, donc vous, c'est vrai que dans votre petite commune, vous agissez au quotidien pour le numérique responsable. Donc, écoutez, je vous laisse la parole pour nous présenter ce que vous faites au quotidien. D'accord, alors bonjour à tous et félicitations à l'Antique pour l'obtention de son label numérique responsable. Ce qui nous concerne, la CCLO, on envisage de se lancer dans la démarche. On l'avait prévu pour 2022, mais bon, nous lançons aussi dans un parcours cybersécurité avec l'ANSSI, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Pour autant, la CCLO est engagée depuis un petit moment déjà en termes de numérique responsable, notamment lié à la sobriété numérique et à l'inclusion numérique. Est-ce que je peux partager un petit PowerPoint? C'est possible? Oui, oui, bien sûr. Alors après, par contre, bon, vous n'avez pas quelques minutes, mais oui, si vous pouvez présenter un PowerPoint. Oh, bah oui, parce que moi, je suis très pratico-pratique et, très bien. et à la rigueur, je vais aller vite en le présentant et je peux le mettre à disposition si ça vous intéresse après, d'accord? Oui, mais je pourrais le mettre sur le site, vous pouvez me l'envoyer par mail et je le mettrai sur le site également. Voilà, ok. Est-ce que, attendez, je me mets. Ouais, et en plein écran si vous pouvez. Je vais faire ça. C'est bon là? Parfait. Vous le voyez? Donc, je ne vais pas mettre en place, bien sûr, je ne vais pas vous raconter toutes les actions de la CCLO en termes de numérique responsable, mais surtout sous l'angle réduire l'empreinte environnementale du numérique. On n'a pas attendu la loi pour commencer. Donc, nous faisons d'abord une action importante en termes de sobriété numérique qui consiste à allonger la durée de vie de notre matériel informatique. On a à peu près 1000 appareils dans notre parc informatique. Alors, on a mis en place un cycle précis d'utilisation des ordinateurs associé à une réaffectation au sein de la CCLO. Alors, c'est à titre d'exemple, un PC fixe est attribué à un poste pendant 5 ans, puis réaffecté pendant 1 à 2 ans à des stagiaires, des apprentis ou en libre service. Et les écrans sont donnés à d'autres services pour leurs propres utilisations. Un portable, quant à lui, est attribué à un poste pendant 3 ans, puis réaffecté pendant 1 an pour des réunions, pour des visios. Et ça, cette réaffectation se fait au sein de la CCLO. Notre objectif est d'allonger encore cette durée de vie, même au sein de la CCLO. Et une fois que l'ordinateur, on décide de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre, alors tout ce qui est matériel fonctionnel est soit vendu aux enchères, soit donné à des associations. Ça, je vais en parler un peu plus tard. C'est une action importante qu'on mène, qui est très, très numérique responsable à mon sens. Et pour tout ce qui est non utilisable en interne, non vendable et non donnable, on va dire, on fait des dons à une recyclerie via le service gestion des déchets. Et en ce qui concerne le matériel non fonctionnel, il est évacué par le service déchets et vendu à une association Récup Collect. Notre objectif, c'est de vraiment maîtriser l'ensemble de la durée de vie d'un ordinateur et sans générer de déchets, on va dire sauvages, ou du moins c'est du zéro déchet non valorisé. Voilà, donc ça c'était toutes les actions d'allongement de la durée de vie de notre matériel. On ne le fait pas beaucoup, mais on commence l'achat de matériel reconditionné, notamment dans le cadre du marché de la location de maintenance de copieurs numériques. Donc, on installe des copieurs neufs dans des salles de reprographie très sollicitées, des copieurs reconditionnés dans les endroits moins utilisés. Les communes ont également opté pour des installations mixtes et les coûts de location s'en ressentent et cela permet de donner une seconde vie à certains appareils encore performants. Et par ailleurs, il nous arrive d'acheter du matériel réseau de secours reconditionné. Là aussi, on va essayer d'aller plus loin dans cet achat de matériel reconditionné. Après, en vrac, on met en place certaines bonnes pratiques. C'est pas exhaustif, hein, c'est juste des exemples. Depuis 2019, les smartphones professionnels ne sont remplacés que lorsqu'ils tombent en panne. Tous les postes sont éteints automatiquement à 21 h.
On améliore le système d'archivage numérique pour réduire la consommation électrique, notamment liée au stockage de ces informations. Et puis, on met en place des pratiques dématérialisées permettant d'économiser le papier ou les déplacements. C'est la mise en place, bien sûr, du télétravail volontaire, c'est pas lié au Covid, là, cette fois. La signature électronique par e-parapheur ou la maintenance informatique aux agents qui se fait à distance pour les agents. Et je ne vais pas parler de commande publique, mais un des critères de commande, c'est une performance énergétique est un critère d'achat. Voilà. Par ailleurs, donc il y a un autre aspect qui est celui de la sensibilisation via la cyberbase. La CCLO est très bien dotée en termes de médiation numérique et nous mettons en place pas mal, soit des ateliers de sensibilisation, soit nous accompagnons les utilisateurs pour entretenir leurs appareils. Alors, les ateliers de sensibilisation se font auprès des usagers, des particuliers, donc des agents aussi et des entreprises sous forme de jeux participatifs. On commence par un jeu, enfin par un quiz, jeu de questions-réponses, et on finit par un jeu inspiré de la fresque du numérique. Il s'agit de positionner en discutant des cartes sur une grille de 4 cases. C'est facile à mettre en œuvre, c'est difficile. Ça a un fort impact positif ou un faible impact. Et sur les cartes, on trouve des bonnes pratiques comme enregistrer les sites visités régulièrement en favoris ou limiter le visionnage de vidéos en streaming. Et par ailleurs, à la cyberbase, les agents peuvent donner des conseils pour un entretien régulier, faire un pré-diagnostic avant la visite chez le réparateur, ou aider à l'installation d'un système Linux, en fait tout ce qui est lié au logiciel libre, parce que la cyberbase travaille beaucoup sur le logiciel libre. Et enfin, je voulais parler d'une action phare, mais qui est compliquée à mettre en œuvre. Je crois que cette action est citée sur le manifeste du numérique responsable dont Amalia a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une action de dons aux associations, accompagnée du matériel informatique, d'ordinateurs PC et de portables, accompagnée d'ateliers animés par la cyberbase. Alors, ça s'adresse aux associations reconnues d'utilité publique, les associations de parents d'élèves, de soutien scolaire et d'étudiants. En fait, on aimerait pouvoir l'étendre à toutes les associations, mais légalement, c'est impossible. Voilà, donc c'est un petit peu limité à cause de ça. Alors, la mise en œuvre, le service informatique reconditionne les équipements et efface les données publiques. Puis les bénéficiaires sont invités par la cyberbase à assister à un atelier de prise en main de leur équipement, et ils sont amenés à installer eux-mêmes le système d'exploitation Linux et les différents logiciels libres qui leur seront utiles. Donc, on a commencé cette opération en 2020. Donc, l'année dernière, on a donné 15 ordinateurs aux associations et 18 en 2021. Et bon, les bénéfices sont assez faciles à deviner. C'est l'allongement de la durée de vie du matériel, la réduction de la fracture numérique par le don de matériel à des organismes ou des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de s'en procurer, de s'y acheter, et bien sûr une action de médiation numérique qui permet à des utilisateurs d'être autonomes. Voilà, j'espère avoir été assez succincte. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, parce que c'est vrai que c'est un peu mon habitude. Voilà. Merci, Mme Deville. Non, c'était parfait. Je vois qu'à la communauté de communes La Cortaise, vous êtes vraiment très impliquée dans le numérique responsable. Je ne sais pas si, Nathalie, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou réagir au témoignage de Mme Le Dieudeville, peut-être? Moi, oui, je veux bien réagir. C'est super clair. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rebondit vraiment sur ce que je disais sur la présentation vraiment du global et du contour global que moi j'ai présenté sur le numérique responsable. C'est qu'on n'est pas obligé de rentrer par tous les sujets en même temps. C'est ça qui est hyper intéressant. Vu que c'est transversal, on peut le faire aussi en fonction de sa stratégie et de ce qu'on peut déployer. Et justement, il faut le faire comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a eu la chance parce qu'on est des expérimentateurs et on est obligé d'être exemplaires, et c'est tant mieux pour pouvoir accompagner correctement les territoires, de passer par le label. Je
trouve ça génial si vous me dites qu'en effet, vous allez y aller au label parce que en effet, c'est pas rien de pouvoir intégrer une organisation dans cette démarche-là. Ce qui est assez génial, c'est que ça structure et ça permet en effet d'évoluer pendant 3 ans. Quand vous êtes bien avancé comme ça, et que vous avez déjà en fait intégré que les démarches que vous avez faites depuis 3-4 ans, qu'elles rentrent dans ce champ-là du numérique responsable, ça permet en effet à un moment donné aussi de se positionner et de se dire, voilà, il faut qu'on y aille vraiment sur tous les plans. Donc, allons-y, labellisons-nous, fonçons. Mais ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est qu'en effet, si déjà les personnes qui nous écoutent peuvent se rendre compte, en fait, avec la liste que j'ai donnée sur tous les pans et tous les contours du numérique responsable, juste se dire, mais est-ce qu'on fait déjà des choses dans notre commune, dans notre service ou dans notre association? Déjà, vous listez des choses de numérique responsable. Si vous voulez valoriser juste en termes déjà de communication ou de rappeler que c'est du numérique responsable, vous pouvez déjà vous emparer du sujet dans la structure. C'est assez génial. Et bravo pour ces implications, parce qu'en effet, c'est pour ça que je disais que c'est un vrai atout économique et de filière. C'est pourquoi c'est compliqué là aujourd'hui de donner du réemploi, parce qu'en effet, on n'est pas aidé au niveau encore des lois, mais ça arrive, hein, de pouvoir rapidement pouvoir donner concrètement la fin de son matériel à d'autres usages et à d'autres associations ou à ceux qui en ont besoin. Il faut que ça soit bien, qu'il y ait un cadre en effet dans ça pour que ça soit vite fait et facile à faire en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça, vous essuyez comme beaucoup la mise en place, mais c'est très bien de pouvoir continuer à se positionner là-dessus. Et bravo. Merci. Enfin, j'ai essayé. Voilà, je pense que c'est important aussi pour les personnes d'avoir le cadre global du numérique responsable, mais surtout de comprendre concrètement ce qu'on peut faire. Parce que c'est pas toujours facile d'imaginer des actions qui parfois sont toutes simples, hein. Enfin, des actions concrètes. Je dis pas facile à mettre en œuvre, mais au moins ça peut donner des idées. Merci. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Madame Ledeville, il me semble que vous aviez une question. Oui, j'avais une question en termes justement de labellisation. La CCLO, à part les réseaux cyberbase qui sont des chantres du logiciel libre, je me demandais si la collectivité devait se lancer dans le logiciel libre, ce qui serait très très compliqué en fait pour obtenir le label. Alors, c'est une très bonne question. Je peux répondre direct non. Ce n'est pas une obligation. En fait, dans la labellisation, ce qui est intéressant, c'est l'effort, puisque ce sont des labels comment on appelle ça, de mise en œuvre pendant 3 ans en amélioration. Hein, ce sont des labels d'amélioration. Donc, si c'est un objectif que vous vous mettez dans les 3 prochaines années à au moins ouvrir un logiciel libre dans un service donné parce que vous pensez que c'est possible, etc. En tout cas, si vous vous mettez en ordre de marche en disant qu'il y aura une réflexion de positionner sur prochain achat d'un logiciel métier d'un service, par exemple, dans un service, et vous vous posez la question quand même, est-ce qu'on peut mettre en face un pendant logiciel libre? Oui, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. L'essentiel, c'est déjà que vous vous mettiez dans cette démarche de comparaison et de possibilités. Il faut vraiment qu'on soit assez humble et assez… le numérique responsable, aujourd'hui, ne se positionne pas du tout, en tout cas les armes qu'on a et pardon du terme utilisé, mais sur les outils qu'on a à disposition pour faire du numérique responsable, ce n'est pas du tout vous tapez ou en disant il vaut mieux faire comme ça. Alors oui, la sobriété est de mise, mais il y a un moment donné, on fait ce qu'on peut avec les usages qu'on a déjà. Donc la transformation, elle ne se fait pas non plus du jour au lendemain. L'essentiel, c'est qu'on peut mettre, surtout dans l'urgence, c'est l'achat matériel et la façon dont on utilise en fait son poste de travail. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la réutilisation, le réemploi, les clauses d'achat, de choisir des labellisations, en tout cas des logiciels ou des outils qui sont labellisés dans cette démarche-là pour que ça soit moins énergivore. Mais la transformation en se disant, vous ne devriez pas envoyer 15 mails par jour. Il y a un moment donné, il faut travailler, il y a un moment donné, il faut utiliser les outils numériques parce qu'ils aident au bon fonctionnement, au service public, au fait qu'on soit plus rapide et qu'on puisse mieux travailler dans de meilleures conditions.
Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, en effet, il faut vraiment mettre sur la table la capacité de changement. L'essentiel, si c'est posé sur la table, c'est que déjà, on est dans un bon axe de travail. D'accord. Merci. Merci Nathalie. Nous avons une question d'Amalia Martinez. Oui, alors voilà, c'est une question qui peut-être intéressera d'autres collectivités. Madame Le Dieudeville, combien de temps il se passe entre le moment où on décide, par exemple, de couper tous les copieurs et tous les appareils électriques, numériques à 21h dans les sites de la communauté de communes. Combien de temps il faut entre la décision et le fait que voilà, tout le monde le fasse? Et comment le processus de décision s'est mis en place? À ce niveau-là, c'est automatique, c'est-à-dire que ce ne sont pas les personnes qui éteignent elles-mêmes leurs appareils. On a mis en place un système automatisé. Après, je suppose, là, je ne sais pas exactement, hein, ça a été mis en place avant que j'arrive à la CCLO, donc je ne sais pas exactement stratégiquement quand ça s'est décidé, mais c'est un système qui est automatique, ce qui fait que même si des personnes oublient d'éteindre leur appareil, il va s'éteindre tout seul en fait. Très bien, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez dans la feuille de route des actions que vous allez mettre en place prochainement, toujours sur le numérique responsable, dans la pratique, on va dire, des agents ou des élus de la collectivité, pas forcément les administrés? Merci. Disons que les élus, on va essayer surtout de les sensibiliser parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des élus. Et c'est peut-être le plus dommage parce que la volonté vient des élus et ensuite c'est mis en pratique. Après, je n'ai pas d'exemple là d'action de numérique responsable puisque là, on est en plein dans la cybersécurité et si on peut dire que la cybersécurité, c'est du numérique responsable, alors oui, on met en place pas mal d'actions auprès des agents. On en a déjà mis en œuvre, notamment sur les mots de passe, sur pas mal de choses. Donc, nos prochaines actions, enfin, pour l'instant, c'est vraiment lié à l'utilisation d'Internet et aussi bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Voilà. Je confirme, c'est 100% du numérique responsable. Voilà. Donc, ça fera partie de nos axes d'amélioration. Par contre, en ce qui concerne le numérique responsable plus généralement, je trouve que ce qui manque souvent, c'est la sensibilisation des élus. Et à tous les niveaux. Et j'avais assisté, moi, participé à une fresque du numérique. Et j'avais trouvé très intéressant parce que ça permet à des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui ne voient pas, de mieux comprendre en fait quelles sont les implications pour l'environnement de l'utilisation de tous nos appareils, on va dire. Merci. J'ajoute juste que l'Antique est animateur de la fresque du numérique sur le territoire. Donc, on a un maillage et des capacités d'organisation. Vous allez jusqu'en Béarn? Qu'on peut déployer. On a nos réseaux. En fait, ce qui est très intéressant avec la fresque du numérique, c'est qu'il y a à peu près 600 animateurs sur le territoire national. Et si on a besoin de solliciter, en effet, un acteur du Béarn ou du Pays Basque pour pouvoir créer une fresque du numérique sur le territoire, il n'y a pas de problème. On peut nous solliciter, ça ne sera peut-être pas forcément nous, mais on peut solliciter et organiser ça sans problème. Ou on fera appel à la fibre à ce moment-là. Et oui. Parce que sensibiliser les élus, ça peut aussi être une action de la fibre dans le domaine. J'en profite, il y a Anne Dugnot qui fait un complément et qui dit qu'il y a eu le choix d'équiper les élus de tablettes à la CCLO afin de réduire les impressions et les envois. Oui, les tablettes, oui. J'y ai pas pensé. Non, mais vous avez pensé à beaucoup de choses quand même. Ouais. Alors apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc écoutez, je pense que on est dans les temps. On a dépassé un tout petit peu, mais bon, je pense que ça valait le coup. Oui, peut-être ce que je peux rajouter, c'est que en effet,
dans la façon dont on peut s'organiser, en tout cas dans une collectivité, qu'elle soit petite ou qu'elle soit très grande. Comme c'est un sujet transversal, en fait, ça peut vraiment être amené en sujet global, on va dire, d'une réunion de chef de service ou vraiment justement d'une réunion d'élus, si ça peut être un sujet à aborder. La première chose qu'on peut faire si dans notre structure, personne n'a eu vent de ce qui était le numérique responsable, c'est en effet d'amener ce sujet-là en question dans une réunion de chef de service ou une réunion d'élus, déjà, juste poser la question. Et ce qui sera intéressant du coup après avec ce webinaire et avec le document qu'on vous mettra à disposition, c'est que vous pouvez, comme je vous ai dit, premier exercice, c'est prendre cette liste des sujets, en tout cas des thématiques qui concernent le numérique responsable et voir s'il y a des actions, faire peut-être le tour des services, s'il y a plusieurs services ou en tout cas des sujets qui sont abordés dans la structure, et juste de lister déjà ce que vous faites parce que j'en suis sûre qu'il y a déjà des actions qui sont réalisées dans les structures. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que vous le rentrez dans un cadre et c'est pas un sujet qui est comme ça un peu éparpillé. Du coup, vous le reformalisez un peu ce qu'a présenté CCLO là sur les actions. Du coup, ça, voilà, vous avez et des valeurs et des vrais sujets concrets qui sont mis en place. Je voudrais confirmer, effectivement, quand je suis arrivée à la CCLO, donc en 2020, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de numérique tellement à la CCLO ou que c'était et c'est à force effectivement d'en discuter, de voir les travaux des différents services, enfin tout ce travail et faire ce listage quoi. C'est vrai que ça permet de se rendre compte qu'on fait beaucoup plus qu'on imagine. Oui, parce qu'on a tendance à le laisser dans un problème de DSI ou en tout cas de service informatique ou d'informatique. Le numérique, c'est un des sujets, l'informatique, mais ça n'est pas que l'informatique. Ça concerne que les techniciens ou les spécialistes de l'informatique. Non, ça concerne tous les services en fait. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. J'en profite, je profite du webinaire pour vous informer que la Fibre 64 lance un nouvel appel à projet de la fibre dans les idées. Donc, ça sera le 16 mars. C'est une enveloppe de 50 000 € à répartir entre les associations et les collectivités du 64. Il s'intitule Objectif tous responsables et il vise à récompenser les projets innovants qui concernent le numérique responsable. Donc, vous retrouverez toutes les infos sur Twitter, le Twitter de la Fibre 64, mais également sur le site lafibre64.fr. J'en profite pour clôturer ce webinaire. Merci pour vos interventions, merci pour votre participation. Ce webinaire a été vraiment très riche en échanges. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour le prochain webinaire dont le thème sera la citoyenneté numérique. Bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, à bientôt.